Bien sûr, bien sûr. Le Sénat est là pour ça. 99% des contenus que l'on voit actuellement générés par des influenceurs, au sens large, ne tombent pas sous le cadre de la loi. On peut déjà vous dire que cette version-là ne sera pas la version qui sera finalement dans la loi. Il fallait bien comprendre que l'étape du 30 mars n'était qu'une étape. Une contre-proposition qui permet d'élargir un peu plus ce qui sera permis, effectivement, dans le cadre final de la loi influenceur. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. Rencontrez un membre de l'écosystème Web3. Découvrez son histoire, ses projets et surtout sa vision du futur. Bonjour Monsieur Vogetta, je vous remercie d'avoir accepté cette interview sur le Crypto Daily. Et nous sommes aussi en compagnie de Valentin de Cryptost. Salut Valentin. Bonjour Benjamin, bonjour Monsieur le député. Bonjour. Vous êtes député de la 5e circonscription des Français à l'étranger et vous apparaissez aujourd'hui sur le devant de la scène, notamment à propos de la dernière loi concernant les influenceurs qui a été votée à l'Assemblée le 30 mars dernier. Je vous propose de commencer directement cette interview avec la première question. Est-ce que vous pouvez résumer cette loi en 1 minute ? Alors, ce n'est pas encore une loi, c'est une proposition de loi, donc une initiative parlementaire de 2 députés, un socialiste et un député de la majorité présidentielle, à savoir moi, qui avons décidé de travailler ensemble. Et c'est une loi qui vise à réguler une activité qui ne l'est pas encore. Alors déjà, cette loi donc définit l'activité d'influence commerciale. On ne définit pas l'influence en général ou ce qu'est un influenceur, on définit simplement ce qu'est l'influence commerciale, à savoir des contenus vidéo en particulier, réalisés en contrepartie d'une compensation économique et qui font la promotion de biens ou de services. D'accord ? Donc on définit l'influence commerciale et ensuite on fait 4 choses. On clarifie les règles qui s'y appliquent. Les règles en particulier, on clarifie que les règles qui s'appliquent habituellement à la publicité dans le monde réel, à savoir sur les canaux traditionnels, ces règles s'appliquent également à la publicité à travers l'influence commerciale. Deuxièmement, on clarifie que certaines interdictions sont renforcées quand elles s'appliquent à l'influence commerciale par rapport à la situation dans le monde réel et les canaux publicitaires traditionnels. Ensuite, on régule et on encadre le secteur et en particulier on met en place une obligation de contrat écrit pour les influenceurs, notamment pour les protéger. En tout cas pour ceux qui font de l'influence commerciale, une obligation de contrat écrit entre l'influenceur d'un côté et son annonceur et son agence de l'autre, avec notamment au sein du contrat l'obligation de la mention de l'application du droit et de la loi française, quand à partir du moment où l'influenceur s'adresse à une audience française pour des produits ou des services qui sont disponibles à l'achat ou à l'investissement en France. Ensuite, une loi qui responsabilise les plateformes et les réseaux sociaux, en appliquant, en anticipant l'application du Digital Services Act de Bruxelles, qui va notamment imposer des obligations aux plateformes en termes de mise à disposition d'instruments de signalement et aussi de réaction face aux signalements, notamment par des signaleurs de confiance. Et enfin, un chapitre éducation. On va demander aux établissements scolaires d'inclure dans le permis Internet une sensibilisation au risque de l'influence commerciale et des pratiques commerciales sur Internet. Le projet de loi a été adopté le 30 mars. Quelles sont les étapes suivantes ? Alors effectivement, il a été adopté à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale par les députés présents, mais qui portaient avec eux l'intégralité des groupes parlementaires. Donc tous les groupes parlementaires ont voté en faveur de ce projet de loi. Et ce projet de loi doit maintenant, dans le cadre de la navette parlementaire, être débattu également par le Sénat. D'ailleurs, j'ai été auditionné hier par la sénatrice qui sera rapporteure de projet de loi pour le Sénat. Le débat aura lieu le 9 et le 10 mai au Sénat. Ensuite, il reviendra vers nous pour une commission mixte paritaire où entre divers députés et divers sénateurs, on essaiera de se mettre d'accord sur une version commune. Et en cas de commission mixte paritaire conclusive, savoir d'accord sur un texte consensué, eh bien, on ira à un vote définitif par l'Assemblée nationale, sans doute fin mai, début juin. Est-il possible que la loi adoptée par le Sénat change ? Bien sûr. Le Sénat est là pour ça. Le Sénat est là pour corriger, améliorer, nourrir les textes qui viennent de l'Assemblée nationale. Et c'est bien pour ça que, par exemple, hier, nous étions auditionnés par la sénatrice qui voulait comprendre les raisons et les pourquoi et les comment
de telle ou telle disposition de notre texte, afin de comprendre, elle, dans quelle mesure elle devait se focaliser sur certains éléments. Et c'est vrai qu'on a parlé notamment du sujet de la blockchain, des cryptos, des actifs digitaux. Quel est l'élément de départ qui a fait que vous vous intéressiez aux influenceurs, aux dérives aussi des influenceurs? Qu'est-ce qui vous a poussé avec votre confrère à commencer ce projet de loi? Je pense que je vais surtout parler pour moi, puisqu'on avait chacun des textes différents et un processus différent qu'on a fini par fusionner. Mais en ce qui me concerne, moi, c'est l'été dernier que j'ai été interpellé sur les réseaux sociaux par des personnes qui ont attiré mon attention sur certains messages, sur certaines alertes quant à l'existence de victimes et d'arnaques. Donc d'arnaques d'abord et de victimes de ces arnaques. Arnaques qui étaient menées, mais pas uniquement par des influenceurs de Dubaï, et arnaques qui avaient souvent trait à des arnaques financières ou alors des conseils, des recommandations erronées d'investissement, de paris sportifs, de jeux en ligne, des recommandations également de pratiques médicales, de pratiques chirurgicales à visée esthétique, qui faisaient des victimes, à la fois victimes dans leur corps, dans leur chair, mais aussi victimes dans leur portefeuille et leur patrimoine, puisqu'on a vu en particulier que certaines associations de victimes s'étaient structurées autour des dégâts qu'avait fait notamment Marc Blatta et d'autres, sur la promotion de certaines stratégies, d'abord de copy trading, puis ensuite spécifiquement d'investissement en crypto-actifs, puis ensuite sur les NFT. Et donc à partir de là, j'ai pu vérifier qu'il y avait effectivement des victimes réelles qui avaient vraiment perdu de l'argent, généralement ou notamment du fait d'avoir accordé une confiance excessive à des messages, à des recommandations qui étaient diffusées sur un canal qui, si ce canal avait été un canal de publicité traditionnel, ne leur aurait pas permis de diffuser ces messages. Les messages que Marc Blatta a diffusés, il n'aurait pas pu les diffuser sur Internet, sur la télévision, à la radio ou dans la presse écrite. Et donc à partir de là, avec Bercy, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait un vide juridique à combler, qu'il y avait une sorte de loi de la jungle qu'on ne pouvait plus laisser dominer ce secteur et cette activité. Et c'est pour ça qu'on a décidé, à l'automne, d'avancer ensemble vers un texte qu'on puisse faire voter avant l'été. Merci pour ces précisions. On va passer maintenant à des questions plus précises sur cette loi et surtout son impact sur l'écosystème blockchain en France. Une des questions qui est beaucoup ressortie, Monsieur Vogetta, dans le cadre de cette proposition de loi, ce sont les médias. Est-ce que les médias sont considérés comme des influenceurs ? Alors ça c'est quelque chose qui sera peut-être précisé par le Sénat. Nous on n'a pas l'intention clairement, quand on parle d'influence commerciale, on n'englobe pas les médias. On définit l'influenceur qui exerce une activité d'influence commerciale comme la personne physique ou morale qui met en œuvre sa notoriété auprès de son audience pour exercer des recommandations par moyen de communication électronique. Donc, en principe, un média, la page web de Libération ou une page web d'un média spécialisé sur la crypto, sur le blockchain, etc., n'a pas vocation à être couvert par cette loi. Nous, on se concentre uniquement sur les aspects commerciaux. Pour vous donner un exemple, une page internet peut très bien faire de la vulgarisation et de l'explication de ce qu'est tel ou tel projet, telle ou telle technologie, et ne rien avoir n'avoir aucune implication de la mise en œuvre éventuelle de notre loi. En revanche, si cette personne, sur les réseaux sociaux, cette même personne a le même discours et conclut son message, ou ce message est fait en promouvant explicitement un produit, un actif, une technologie, et que cette personne le fait notamment parce qu'elle a reçu une compensation économique. Donc là, on rentre dans le cadre de l'influence commerciale et ça rentre dans le cadre de la loi. Mais 99% des contenus que l'on voit actuellement générés par des influenceurs au sens large ne tombent pas sous le cadre de la loi. Et moi, pour suivre certains comptes et avoir regardé certains des médias blockchain ou des médias Web3 qui m'ont été mentionnés, la plupart des contenus n'ont pas trait à de l'influence commerciale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques médias que vous avez pu consulter, qui vous viennent en tête ? J'ai pu lire, en tout cas, Asher m'avait indiqué quelques médias, notamment j'ai pu regarder sa chaîne, j'ai pu regarder aussi
les publications par d'autres personnes, des personnes avec qui j'étais en relation sur Twitter. Je vous avoue qu'il y a un certain nombre de sites, les noms de comptes se ressemblent un peu souvent, mais en l'occurrence, j'ai eu l'occasion de voir que dans la plupart des cas, la plupart des contenus ne tomberaient pas sous le coup de la loi. C'est vraiment quand on parle uniquement de contenu faisant spécifiquement une promotion d'un actif ou d'une technologie spécifique en contrepartie d'une rémunération par des personnes qui promeuvent cette technologie ou cet actif, qu'on rentre dans le cadre de l'influence commerciale. Aujourd'hui, le Crypto Daily, ce qu'on propose est gratuit. Donc, on propose un podcast sur toute l'actualité crypto, Web3 chaque jour en 10 minutes. Et c'est l'équivalent d'un JT. Et une newsletter où, pareil, c'est en 2 minutes chaque jour. Vous avez toutes les news très rapidement, qui est aussi totalement gratuite. Aujourd'hui, donc, on vit des partenariats qu'on va faire avec certains projets, certaines entreprises. Nous, par exemple, ce qu'on va faire, typiquement, c'est qu'on va pouvoir promouvoir de temps en temps, bien entendu, en faisant très attention parce que c'est toujours très touchy, différents projets, que ce soit des projets crypto, des projets NFT, bien entendu, en n'utilisant jamais cette fibre de achetez-en, vous allez être riche, vous voulez être riche comme moi, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Est-ce que ça rentre dans le cadre de la loi ou pas? Eh bien, dans ce cas-là, si c'est effectivement sur une diffusion sur Instagram ou même sur Twitter, Twitter. En l'occurrence, là, ça rentre dans le cadre de la loi si effectivement il y a une promotion qui est faite en contrepartie d'une compensation économique. Et à partir de là, effectivement, en principe, la loi s'applique. Si vous avez par ailleurs un blog ou une page internet sur laquelle vous diffusez, vous écrivez, vous rassemblez vos contenus, notamment écrits ou vidéos. Là, on est plus dans le cadre du média et ça ne rentre pas directement dans le cadre de la loi. Donc, effectivement, c'est dans ce cadre-là qu'il faut réfléchir. Et qu'en est-il de la promotion d'entreprises blockchain qui, elles, ne sont pas assujetties à obtenir un agrément PSAN? Et on va parler, par exemple, de Ledger ou de Sorare, qui sont nos licornes françaises. Pour ce qui est de Sorare, par exemple, là on est sur le NFT et autant au début de notre texte, on incluait le NFT dans les activités, les actifs et les technologies qui étaient couvertes par les interdictions spécifiques mentionnées par notre loi. Mais finalement, on a eu des conversations avec le gouvernement qui nous a expliqué être dans une phase de préparation d'une régulation spécifique du secteur NFT et en particulier la préparation d'une doctrine quant à l'assimilation ou pas du NFT à du jeu en ligne. Et à partir de là, on a décidé de retirer du texte le NFT en contrepartie d'un engagement du gouvernement d'avancer sur une régulation qui elle-même permettrait de cadrer la promotion qui peut être du NFT une fois qu'il aura été déterminé si le NFT c'est de la tech, c'est du Web3 ou c'est du jeu. D'accord ? Ça c'est le cas spécifique du NFT donc de Sorare. Et pour Ledger? Pour Ledger et pour toutes les autres startups qui proposent des produits ou des services innovants, effectivement, il va falloir voir dans quelle mesure ça peut s'inscrire ou pas dans le cadre de la loi. Nous, ce qu'on a fait depuis le passage du texte, le vote du texte à l'Assemblée, c'est qu'on a continué à échanger avec le secteur, en particulier avec la DAN. Bercy est conscient que la situation ou la version du texte sur laquelle on est arrivé à l'Assemblée n'est pas totalement satisfaisante et qu'il faudra notamment à travers l'étape sénatoriale mais ensuite aussi à travers la CMP éventuellement corriger le tir, éventuellement préciser les interdictions qui s'appliquent à la promotion de services numériques, à la promotion de technologies, à la promotion de sociétés, de projets, à la promotion d'actifs, de jetons. Et c'est pour ça qu'on a continué à échanger. Et la semaine dernière, d'ailleurs, c'était jeudi dernier, on a eu une conférence avec Bercy et avec la DAN, au travers de laquelle on a bien avancé. On a reçu des propositions cette fois plus concrètes de la DAN qui nous permettent, premièrement, de ne pas recevoir pour seule réponse que le status quo était satisfaisant, parce que ça, on a tous pu vérifier, on sait tous que le statu quo n'est pas satisfaisant à partir du moment où malheureusement les crypto-monnaies, les crypto-actifs, les actifs numériques sont trop souvent utilisés pour donner lieu à des arnaques ou à des pièges, on va dire, des pièges financiers pour les audiences. Et donc à partir de là, on a pu débattre, discuter, et on est arrivé à une contre-proposition de la DAN qui est actuellement évaluée
par les services de Bercy et que nous aussi nous allons évaluer avec eux et que les sénateurs vont également évaluer une contre-proposition qui permet d'élargir un peu plus ce qui sera permis effectivement dans le cadre final de la loi influenceur, avec en particulier un retour sur la notion d'enregistrement et d'agrément bien sûr par l'AMF et une imposition notamment que dans tous les cas, même dans le cas où la publicité et la promotion seraient permises, on devrait respecter les obligations informationnelles qui doivent s'appliquer à toute promotion de produits financiers, en particulier d'actifs numériques, en particulier une présentation équilibrée des bénéfices attendus, mais aussi des risques. Une réaffirmation que l'article 222-16-1 du Code de la consommation s'applique aux influenceurs, qui ont donc l'interdiction de réaliser du quasi-démarchage pour le compte de prestataires de services sur actifs numériques, sauf si ceux-ci sont agréés par l'AMF, et ainsi que pour des offres au public de jetons, sauf si l'émetteur a obtenu un visa de l'AMF. Donc, on est sur ce dialogue avec la DAN. On a encore quelques semaines pour avancer, pour essayer de préciser les choses. On doit aussi débattre avec l'AMF, mais en tout cas, on n'est plus sur la version qui a été validée par l'Assemblée. On peut déjà vous dire que cette version-là ne sera pas la version qui sera finalement dans la loi. Égoïstement, c'est une très bonne nouvelle de mon côté. On est impatient d'en savoir plus à ce propos. Valentin, tu veux rebondir ? Non, effectivement, c'est très important de pouvoir faire évoluer ce texte dans le cadre de la réunion de Bercy qui a eu lieu notamment jeudi dernier. Effectivement, la précision apportée dans le cadre de la distinction entre l'agrément et l'enregistrement PSAN, puisque c'était ça qui faisait effectivement le nœud du problème, et de pouvoir apprécier le fait que l'enregistrement qui est disposé aujourd'hui à une 60aine d'entreprises françaises suffit à faire de la publicité, c'est la fameuse explication qu'on a, qui est de la publicité dans le métro par exemple, et non pas du targeting particulier, et c'est le quasi-démarchage, et c'était ça en fait la grande subtilité. Mais l'enregistrement suffit à lui seul à protéger et à permettre aux influenceurs et aux médias de continuer de parler de ces entreprises, et non pas l'agrément comme ça a été retenu en première lecture et à un premier vote de l'Assemblée nationale. C'est effectivement le point de tension qu'avait la DAN, qu'avait l'ensemble de l'écosystème porté par notre association de développement, et c'est très bien d'avoir pu avancer sur ce sujet-là en bonne et due forme. Oui, écoute, on avance dans cette direction-là. On avait, c'est vrai que dans un premier temps, et vous l'avez vu lors du débat en hémicycle, on avait repoussé un amendement de mon collègue Éric Botorel qui allait déjà dans ce sens, mais d'une manière peut-être un peu trop binaire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est continuer à travailler, et aussi avec l'AMF, puisque vous l'avez tous souligné, il y a aussi un problème avec l'enregistrement, du fait qu'il y a maintenant un bouchon d'étranglement au niveau de l'AMF, avec beaucoup d'entreprises qui sont en attente d'un enregistrement et qui ne peuvent pas en bénéficier. Et donc, il faut aussi qu'on parle avec l'AMF de la résolution de ce bouchon, de ce goulot d'étranglement, parce que si on met en place des exceptions à une règle d'interdiction, il faut que ces exceptions soient atteignables et réalistes pour les acteurs. Sinon, c'est juste faire du théâtre. Et on n'a pas l'intention de faire du théâtre, on a l'intention de faire une loi qui est efficace pour protéger les consommateurs, mais qui aussi vous permet à vous, les médias, et permet aux acteurs du secteur blockchain, Web3, NFT, etc., de se développer et de faire connaître leurs produits et leurs services, mais dans un cadre protecteur pour le consommateur et pour l'investisseur. Donc ça, on le réaffirme, et Bercy l'a réaffirmé, c'est notre volonté. Et ce que je vous confirme, c'est qu'on va continuer à travailler, et je vous assure que c'est un des sujets qu'on a commenté hier avec le Sénat, qui sera aussi en conversation avec l'AMF, avec la DGCCRF, avec Bercy et avec la DAN, ainsi que probablement avec des acteurs du monde de l'influence et des médias crypto. Et à partir de là, on va continuer à avancer. C'est pour ça que il fallait bien comprendre que l'étape du 30 mars n'était qu'une étape. Et d'autant plus, et ça je l'avais expliqué lors du débat, que tout cela, cette nouvelle loi, sera aussi soumise à des conditions d'application qui seront définies par décret par le gouvernement. On est bien conscient que le monde Web3, blockchain, crypto change tous les jours. D'ailleurs, les réseaux sociaux changent tous les jours. Et donc, il faudra mettre en œuvre dans la pratique
ces nouvelles règles d'une manière, que ce soit en termes de timing ou d'évolution possible ou de marge de manœuvre sur l'évolution future de ces règles, qui soient adaptées à un monde qui bouge constamment. Et c'est pour ça que le décret d'application du gouvernement, mais qui sera pris par le Conseil d'État, devra aussi, sans doute, proposer une certaine période d'adaptation durant laquelle les interdictions seront pas directement mises en œuvre. Mais c'est effectivement toute la subtilité qu'a eu et l'effroi qu'a eu l'écosystème dans un premier temps de lecture, surtout quand le thread d'Éric Bothorel et les amendements portés par la DAN n'ont pas été avec avis favorable du gouvernement, et ça a été la surprise générale et la crainte, parce que dans la diffusion de ce message, et c'était tout le débat des derniers jours et des dernières semaines, comme les entreprises françaises ne peuvent pas communiquer à travers Google, Facebook et tous les GAFAM parce que c'est interdit dans leurs conditions d'utilisation, perdre les réseaux qui soient des réseaux d'influence traditionnels ou des médias plus classiques, il y avait la crainte que ça tue cet écosystème, pas que le bout de chaîne avec les médias et les influenceurs, mais le milieu de chaîne avec évidemment les PSAN enregistrés et les entreprises qui doivent en être exclues. Vous parliez tout à l'heure de Ledger, vous parliez tout à l'heure de Sora. C'est effectivement les discussions qui existent avec le secteur. Aujourd'hui, le Sénat et vous en tant que et les co-rapporteurs du texte, qui était effectivement la peur de voir nos licornes, nos startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'enregistrement ou de l'agrément, être exclus également. Mais c'était effectivement cet effroi en première lecture, mais c'est intéressant que vous précisiez que ce n'était qu'une première partie de la suite de ce texte de loi, et que la finalité sera adoucie, et c'est ce que vous disiez l'autre jour, c'était vraiment de pouvoir ratisser large dans un premier temps et ajuster l'entonnoir dans un second temps. Oui, mais l'idée c'est pas d'adoucir pour vous faire plaisir, hein, même si on a toujours envie de faire plaisir. Mais l'idée c'est de faire un texte qui soit réaliste, qui soit pas démago, qui à la fois protège réellement les audiences et les investisseurs, tout en ne bloquant pas le développement d'un secteur qui, on sait très bien, est stratégique et qui, vous le savez, est soutenu par Bercy. Et vous le savez très bien, et qu'on veut que des entrepreneurs présents en France puissent développer des entreprises dans le domaine numérique, mais et évidemment dans le domaine blockchain, Web3, qui sont les technologies d'avenir, et ça, personne ne va le nier. Mais ce qu'on ne peut pas nier non plus, c'est que il y a eu beaucoup de dérives qui ont utilisé comme support, comme sous-jacent des actifs et des projets et des monnaies issus de ce monde-là. Maintenant, là où vous avez une différence par rapport aux autres secteurs, nous bien sûr, hein, vous savez, on est en train de voter une loi qui impacte beaucoup de secteurs, qui touche beaucoup de secteurs. En particulier, la chirurgie esthétique, l'alcool, les paris en ligne, les jeux d'argent en ligne. Et eux aussi ont eu des difficultés avec les nouvelles règles qu'on voulait imposer, qui étaient parfois simplement un rappel des règles qui existent dans le monde réel, d'accord ? Et le fait est que parfois, quand on entend certains secteurs traditionnels, on va dire, s'opposer à ce que les règles du secteur réel, du monde réel, s'appliquent à l'influence commerciale, on se dit qu'on est en train de bien faire notre boulot, puisque ça veut dire que l'influence commerciale était utilisée pour contourner les règles de la publicité. L'influence commerciale, par exemple, a pu être utilisée par certaines marques de boissons alcoolisées pour contourner les règles qui sont pourtant très claires. On n'a pas le droit de faire de la publicité qui vise des audiences de moins de 18 ans quand on veut faire de la pub pour de l'alcool. Eh bien, pourtant, force est de constater que les influenceurs commerciaux le faisaient et ils le faisaient en connaissance de cause. En tout cas, les annonceurs le faisaient en connaissance de cause. Donc là, on a mis en place des mesures qui permettent de corriger le tir. Et bon, ils vont s'y faire. Le problème et la grande différence entre vous et les boissons alcoolisées, l'industrie agroalimentaire, le monde du pari sportif, par exemple, c'est que Sora ou des offres de jetons ou des startups des startups crypto ou blockchain, vous n'allez pas faire de la publicité sur des canaux publicitaires traditionnels. Vous n'allez pas faire de la pub pendant le film du dimanche soir sur TF1, vous n'allez pas prendre une page de pub dans les Échos, etc. Enfin, c'est très rare. Vous êtes dans un secteur qui, à 99,5%, réalise sa publicité en ligne par des moyens électroniques, et ça veut dire les réseaux sociaux. Donc, effectivement, pour vous, c'est encore plus fort et encore plus impactant. Le fait qu'on régule explicitement cette activité-là est encore plus impactant que pour, évidemment, Pernod Ricard ou Nestlé.
Et on le comprend, et c'est pour ça que c'est avec vous et uniquement avec vous qu'on continue à parler, nous les députés, alors que sur tous les autres secteurs, le débat est clos. En tout cas, de notre perspective à nous. Mais effectivement, c'est très appréciable de pouvoir continuer d'échanger sur ces sujets-là. Et vous soulignez un point qui est très important. Et encore une fois, vous avez identifié la problématique sectorielle qui était un secteur peut-être un peu moins régulé que ce qui existait jusqu'à présent. L'exemple que vous prenez, c'est l'alcool, tout ce qui touche à la loi E20. Et donc, effectivement, il y avait un raccrochage potentiel sur cette base-là. Et effectivement, c'était tout le sujet de discussion sur ce qui existe déjà dans le secteur des actifs numériques et du Web3, en l'occurrence la loi Pacte depuis 2017, avec ses deux versants PSAN enregistrés et agréés. Et effectivement, pour le coup, CoinHouse, qui est le premier PSAN enregistré, avait fait de la pub dans le métro. Donc la pub traditionnelle est aussi utilisée par les canaux de diffusion traditionnels par les entreprises du secteur. Mais effectivement, c'était vraiment cette distinction qui pouvait faire peur, sachant que tout comme la loi E20 cadre l'alcool, l'enregistrement PSAN cadre la publicité de nos entreprises enregistrées dans le secteur de l'influence et dans le secteur des médias et dans le secteur de la publicité en général. Donc c'était effectivement le petit point d'interrogation. Et c'est très encourageant de savoir que la discussion va pouvoir se poursuivre pour ne pas mettre en danger ces 70 entreprises qui ont déjà fait le pari de s'enregistrer pour pouvoir continuer de communiquer de manière globale au public français. Et effectivement, la subtilité sera de ne pas faire du quasi-démarchage ou du démarchage qui là est réservé pour l'agrément et que ça ne bougera pas. Mais c'est ce support de texte existant, tout comme la loi E20 qui est déjà un support intéressant. Merci d'écouter le Crypto Daily. On a posé une question sur les différents réseaux en demandant aux communautés s'ils avaient des questions à poser à Monsieur Stéphane Vogetta, le député. On a quelques questions, on va vous les poser maintenant si vous êtes d'accord, Monsieur Vogetta. Lors d'un space sur Twitter avec Owen Simonin, plus connu sous le pseudo Asher, vous avez stipulé être à l'écoute de l'industrie et être prêt à modifier le texte de loi pour autoriser les acteurs PSAN enregistrés à travailler avec des influenceurs. Pourtant, le lendemain, vous avez voté en faveur d'une autorisation pour seulement les PSAN agréés qui sont au nombre de 0 en France. Que s'est-il passé ? Écoutez, c'est ce que je viens de vous expliquer en fait. Nous, ça fait des mois qu'on travaille sur cette loi, mais comme souvent, comme toujours, même dans la vie, c'est à la dernière minute que les choses se précisent et se cadrent. Et en l'occurrence, sur ces sujets précis, sur les amendements Botorel par exemple, la veille au soir, on était encore en train de débattre avec le gouvernement sur la position à adopter. Et donc, en première lecture, on n'avait pas encore une clarté suffisante sur le fait que la contre-proposition du secteur, qui était portée notamment par Éric Botorel, était satisfaisante de notre point de vue à nous et du point de vue de l'AMF. C'est pour ça que dans un premier temps, mais c'était sciemment que dans un premier temps, on a dit non, on en reste à la version initiale, à savoir on en reste à l'agrément pur et simple de l'AMF comme condition unique, tout en sachant que, comme je vous l'ai expliqué, on allait continuer à se parler et qu'il y aurait ensuite 2 étapes supplémentaires au Sénat et à la CMP pour préciser les choses. Quelles sont les meilleures pratiques en matière de conformité à la législation actuelle ? Par exemple, faut-il supprimer les anciens tweets promotionnels ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une loi n'est jamais rétroactive, d'accord ? Si cette loi est promulguée en juillet ou en septembre, c'est seulement à partir de juillet ou à partir de septembre qu'on regardera les nouvelles communications, les nouveaux contenus qui seront produits. Enfin, ce sera pas nous, hein. Moi, je suis pas la justice. Moi, je suis juste le législateur. Mais que éventuellement, la DGCCRF, l'AMF ou les plateformes pourront juger les contenus produits à partir de septembre à l'aune du nouveau texte en vigueur. D'accord ? Donc, les meilleures pratiques en matière de conformité à la législation, déjà, il faudra voir quelle est la version définitive du texte. Et moi, je vous invite et je m'engage déjà à revenir avec vous à travers un autre entretien pour revoir et expliquer à ce moment-là la version définitive du texte. Et ce qu'on a demandé à Bercy sur plusieurs sujets, notamment sur la loi E20, mais ça sera le cas aussi sur la promotion de produits et services crypto, blockchain ou Web3, ça sera d'introduire dans le code de bonne conduite qu'a publié Bercy et qu'ils vont mettre à jour une fois que la loi définitive sera votée, d'introduire dans ce code, des encadrés qui disent précisément, du coup, quelles sont les applications pratiques. Parce que pour la loi E20, par exemple, c'est pas tout de dire la loi E20 s'applique à l'influence en ligne, sachant que la loi E20, c'est un truc qui a été voté en 91 quand les communications électroniques n'existaient pas. D'accord ? Ça a été mis à goût du jour en 2009
quand à l'époque où les réseaux sociaux et par exemple Instagram, Snapchat et TikTok n'existaient pas non plus. Donc le gouvernement s'est engagé à faire un encadré dans son guide de bonne pratique qui expliquera très spécifiquement ce qu'implique l'application de la loi Evin au monde de l'influence commerciale, et on les encouragera à faire de la même chose pour l'application de notre loi et les implications de cette application sur le monde du Web3, de la crypto, et en particulier des médias Web3 et crypto. Existe-t-il des voies de recours légales pour contester la validité constitutionnelle ou la légalité de cette loi, par exemple en arguant qu'elle vole les droits fondamentaux ou les principes du droit français ou européen? Écoutez, nous, on s'est assuré, d'abord dans la version actuelle du texte, on verra dans sa version définitive, mais que cette loi est dans les clous, qu'elle ne viole ni les grandes règles du droit constitutionnel français, ni du droit européen, en particulier parce qu'on applique un règlement européen qu'il faut qu'on soit très strict sur la manière de l'appliquer. Mais ceci dit, il y a toujours la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander une opinion supplémentaire. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait sur la réforme des retraites, avec le résultat qu'on sait. Maintenant, la saisine du Conseil constitutionnel doit être faite notamment par un minimum de plusieurs dizaines de députés. Or, en l'occurrence, on sait déjà que l'ensemble des groupes parlementaires soutient notre loi. Et c'est pour ça qu'elle a été votée à l'unanimité en première lecture. Donc, a priori, on pense pas qu'il y aura de saisine du Conseil constitutionnel. Après, on va voir, on peut jamais dire jamais. Mais non, pour nous, le moment d'amélioration, d'affinage de la loi, c'est maintenant, c'est lors du passage au Sénat, c'est ensuite lors du dernier passage en CMP, et ensuite, une fois qu'elle sera votée, elle sera promulguée et entérinée. Est-ce que cette loi telle qu'elle ne serait pas en contradiction avec l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit non seulement la liberté d'exercer une activité économique, mais aussi la liberté dans les modalités d'exercice de cette activité, c'est-à-dire une interdiction quasi absolue pour le secteur des crypto-monnaies de recourir aux influenceurs ou médias? Entraverait-elle la liberté d'entreprendre de ces derniers? Écoutez, moi, ce que je réponds souvent quand on me demande est-ce que du coup vous allez bousiller les business models des entreprises qui sont présentes sur ce secteur. Nous, la réponse qu'on veut apporter à travers cette loi, c'est que si le business model de certaines entreprises ou de certains influenceurs, c'est de tendre des pièges à leur audience, alors ça, on va le bousiller. C'est notre objectif, c'est bousiller ces business models. Si l'objectif, c'est d'informer, de vulgariser et de promouvoir certains biens, certains services dans un cadre protecteur du consommateur et de l'investisseur, on va défendre et on va protéger ce business model, mais on va clarifier les règles, effectivement. Et c'est ça notre ambition. Donc, et surtout, il y a une chose très importante, c'est que nous, ce qu'on n'a pas voulu faire, et ce qu'on ne veut jamais faire, d'ailleurs ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est toucher à la liberté d'expression. Et je vous rappelle que n'importe qui, influenceur ou pas, aura le droit de dire, moi-même je pourrais me connecter sur mon compte Instagram et dire franchement je pense que Ethereum c'est la meilleure crypto-monnaie, c'est la meilleure technologie, franchement ça me paraît être un investissement d'avenir. Si je ne suis pas rémunéré par Ethereum pour le faire, c'est ma liberté d'expression, j'ai le droit de le faire. Si je suis rémunéré, alors je dois vérifier que je le fais dans les règles de l'art, et l'art, c'est la loi de la porte Vegeta. Pourquoi restreindre autant ce secteur innovant et autoriser les entreprises de paris sportifs à faire de la publicité de masse à la télé auprès d'un public parfois non averti? Vous savez quoi, moi je suis d'accord avec vous. Le problème c'est que moi je fais pas une loi sur la publicité télévisée. Je ne rouvre pas la loi Evin pour revoir les modalités de diffusion de publicité télévisée ou radiophonique pour de l'alcool. Moi je fais une loi sur l'influence commerciale par voie électronique. On voulait interdire à l'origine, avec Arthur Delaporte, la publicité par des influenceurs commerciaux pour des paris sportifs et des jeux d'argent. Parce que on trouve, premièrement, que c'est très addictif et que la relation de confiance qui existe entre les influenceurs et leur audience rend encore plus vulnérables les personnes qui ont un problème d'addiction. D'accord ? Et en particulier, quand ces influenceurs ont une audience qui est fortement composée de mineurs, de personnes de moins de 18 ans. Alors qu'en principe, ces activités sont interdites pour les mineurs de moins de 18 ans. On aurait voulu interdire, on n'a pas pu. Ok ? Parce que c'est anticonstitutionnel, parce que ces gens-là ont le droit dans le monde réel de faire de la publicité. On va pas changer le monde réel pour l'instant. Peut-être qu'on le changera plus tard, d'accord ? Parce que je suis d'accord avec les remarques. Par contre, ce qu'on a dit, c'est que sur les jeux d'argent
et les paris en ligne, on autorise les influenceurs commerciaux à faire de la pub à partir du moment où ils mettent les bandeaux, ils avertissent des risques, etc. Mais on les autorise uniquement s'ils utilisent une plateforme qui permet d'exclure de l'audience les personnes de moins de 18 ans et si cette modalité est activée. À savoir, pour l'instant, ça veut dire s'ils font leur publicité sur YouTube, parce que c'est la seule plateforme qui le permet. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les jeunes seront effectivement de facto, les jeunes de moins de 18 ans seront protégés, mais surtout, Insta, Snapchat, TikTok et les autres vont devoir mettre en place cette modalité s'ils veulent récupérer leur part de marché de promotion des jeux d'argent et de paris sportifs. Et moi, je me dis, on sait tous maintenant que de moins en moins on regarde la télévision sur des canaux traditionnels, on regarde de plus en plus la télévision à la demande. Eh bien, je pense qu'il devrait aussi y avoir ce mode de diffusion de la publicité et de restriction en fonction de l'âge des audiences. J'ai beaucoup aimé la question quand même de demander aux législateurs comment attaquer la loi d'un point de vue constitutionnel. C'était un exercice sans doute nouveau, monsieur Vogetta, pour vous. Non, on était en plein dedans avec la réforme des retraites. Vous avez bien vu, tout le monde a regardé avec beaucoup d'attention le Conseil constitutionnel. Et nous-mêmes, quand on fait la loi, quand on prépare la loi, on est conscient des risques et ce qu'on doit faire, et on s'assure de le faire le mieux possible, c'est s'assurer que le texte qu'on présente ne présente pas de risque effectivement d'invalidation. Parce qu'on a vu plusieurs fois au cours des dernières années le Conseil constitutionnel rejeter soit des textes entiers, soit des pans très importants de certains textes parce qu'il y avait une faiblesse ou un problème avec un aspect spécifique du texte. Donc ça, on y fait très attention effectivement. Est-ce que la portée de cette loi est limitée à la France et aux personnes s'adressant spécifiquement à un public français ? Et est-ce qu'une relocalisation dans un pays comme la Suisse, le Canada ou un pays francophone pourrait permettre de contourner cette loi ? Alors, c'est pas destiné spécifiquement à la France. Par contre, effectivement, c'est une loi qui encadre l'influence commerciale qui vise un public français, une audience française et qui fait la promotion de produits ou de biens qui sont disponibles à l'achat en France. Mais ça, c'était déjà le cas. En gros, le plus gros cas, enfin le cas le plus connu d'influenceuse commerciale qui a été condamnée dans le passé, c'était Nabila en 2019 sur la promotion de services sur des actifs numériques. Et Nabila, elle avait fait sa promotion depuis Dubaï, mais pourtant, elle a été condamnée au titre d'une infraction au Code de la consommation. D'accord, le Code de la consommation française, parce que le Code de la consommation française s'applique déjà à des personnes qui, d'où qu'elles le fassent, s'adressent à une audience française, à un public français. D'accord ? Et nous, on le confirme, on dit la même chose, et en plus, on dit que dans les contrats obligatoires entre annonceurs et influenceurs commerciaux, il doit y avoir la mention spécifique que la loi française s'applique. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas contourner la loi en mettant, comme par exemple on voit énormément avec les Américains aux États-Unis, si jamais vous êtes résident fiscal américain ou si vous habitez aux États-Unis, merci de ne pas vous inscrire. Enfin, c'est des mentions qu'on voit très souvent aujourd'hui dans le monde entier. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer mettre une mention si vous êtes français, merci de ne pas fermer les yeux, quoi, tout simplement. C'est un peu. Écoutez, toutes les lois, on va pas être naïf, toutes les lois peuvent être contournées. Il y a des gens qui en font leur métier, trouver des stratégies de contournement de la loi. Maintenant, même si vous vous amusez à mettre un bandeau ou à dire attention, ça ne s'adresse pas à une audience française, le fait est que quand vous êtes sur Instagram ou sur Snap ou sur YouTube, vous savez très bien, et d'ailleurs c'est public, où est basée votre audience. Bon, sauf si les gens utilisent des VPN, mais ça reste quand même une minorité. À partir de là, si un Français ou si des Français dénoncent massivement une campagne publicitaire en disant dites donc, on m'adresse un message publicitaire promotionnel alors que je suis en France et je pense que avec la loi, en lisant la loi, ça devrait être interdit. Du coup, les plateformes vont regarder, elles vont dire ce type, alors il dit oui, d'accord, je m'adresse uniquement aux Suisses et aux Québécois, mais en fait, 95% de son audience est en France. Donc, le juge, si jamais le juge est saisi, ou alors la plateforme saura très bien distinguer le discours de la réalité. On va, comme d'habitude, terminer avec les questions éclairs. Monsieur Vogetta, Bitcoin ou Ether ? Celle qui permet le meilleur mix énergétique le plus efficace pour le minage ou en tout cas l'utilisation de la génération des actifs. Crypto ou NFT ? NFT, on ne sait pas encore ce que c'est. Ça sera déterminé par la régulation à venir du gouvernement. Donc pour l'instant, crypto. Intelligence artificielle ou blockchain ? Blockchain. Et pour finir, podcast ou newsletter ? Podcast. Monsieur Vogetta, merci pour votre temps.
Merci à vous. Valentin, de même. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés. C'était Stéphane Vogetta sur le Crypto Daily. Je vous dis à très vite. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.